tous, bienvenue ce matin à ce 61e Petit Déj Pro sur la thématique de l'automatisation. On organise ces petits déjeuners pro avec l'association Leret. Donc je suis Soufiane Kachla, le directeur du Rubixco, et tous les premiers vendredis du mois, avec l'association Leret, on organise ce format-là. Et je vais laisser le soin à Maxime Lehoux, le président de Leret, de présenter le format, de présenter son association qu'il préside, de présenter notre intervenant du jour et de lancer la thématique de ce matin. Merci Soufiane, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, moi c'est Maxime Lehoux, je préside l'association ERET qui veut dire Entreprendre et réussir dans l'Est Touraine. L'association fédère les entreprises sur le territoire, sur cette commune présente, donc sur le territoire de Touraine-Est-Vallée. Aujourd'hui l'association représente à peu près 90 entreprises, tous secteurs d'activité confondus. Et en effet, dans notre rythme d'événements, on en a un qui est mensuel, récurrent. C'est notre 61e Petit Déj Pro, Soufiane, ce matin. Et donc, tous les premiers vendredis du mois, on se réunit au sein du Rubixco à Montlouis, mais également en live. On est sur le Facebook Live du Rubixco. C'est pour ça qu'on est filmé et on a la possibilité de revoir nos Petits Déj Pro en replay. Et donc, sur le format, accueil en présentiel 8h30, 9h pour prise informelle et puis prendre un petit croissant, un café. Et on déroule une thématique de gestion d'entreprise pendant 1 heure, 9h, 10h, où nous, on est présent avec Soufiane. On peut aussi récupérer des questions en ligne ou en présentiel pour parler d'une thématique donc, de gestion d'entreprise. Et aujourd'hui, alors une thématique assez large, on n'automatise pas le chaos. Voilà. On est sur la stratégie d'entreprise quand même. Tout à fait. Et donc on accueille Sony Lejar qui va se présenter et qui va être avec nous ce matin pour vous donner un petit peu sa vision et puis des conseils. C'est ce qu'on cherche dans les petits Déj Pro, de repartir avec du concret et de mise en application dans nos entreprises. C'est exactement ça. Déjà, merci à vous d'être présents. Merci à Soufiane et Maxime pour l'invitation. On a beaucoup bossé sur le titre. Hein. On va essayer de faire en sorte que dans 1 heure, vous vous disiez, bon, ils ont quand même bossé. Très rapidement, en fait, le numérique et l'intelligence artificielle sont partout. Pas un seul jour ne passe sans qu'on en entende parler. Pas une seule semaine ne passe. Ou, quand vous ouvrez votre LinkedIn, on ne vous promet pas de faire 50 000 € de chiffre d'affaires par mois en vous formant à l'intelligence artificielle. Ce matin, on va être pragmatique. C'est assez simple, mais quand vous produisez votre bilan comptable à la fin de l'année, est-ce que vous vous formez à produire votre bilan comptable? Non, en fait, vous confiez cette action-là à votre expert comptable. Tout simplement parce que ce n'est pas votre cœur de métier. C'est pas parce que vous savez lire un bilan comptable que vous savez produire un bilan comptable. Il faut bien faire la différence. Le numérique et l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. Vous l'utilisez au quotidien, mais ça ne veut pas dire que vous devez être des experts absolus. En revanche, on garde toujours ce pragmatique. Donc, apprendre les coulisses de la technologie, ce que cela peut faire, c'est très beau sur le papier, mais quand on se forme, le lundi matin de retour au bureau, généralement on n'applique rien, ou alors on n'applique que 10% de ce qu'on a vu en formation de la semaine précédente. En fait, tout simplement parce que vos processus internes, eux, n'ont pas évolué. Vous avez évolué, mais si vos processus n'évoluent pas en même temps que vous, en fait, bénéfice zéro. Et donc, c'est pas connecté à la réalité. Résultat, on abandonne. C'est toute la différence entre former et intégrer. C'est pour ça que moi, je suis là devant vous ce matin. Donc, je suis en effet Sony Lejar. J'ai évolué en fait au cœur de direction commerciale et informatique. Moi, ma conviction, elle est simple, claire et limpide. La stratégie numérique, elle n'a de valeur que si elle est exécutée simplement par vos équipes et par vous-même, par la même occasion. L'outil doit faciliter votre travail quotidien, pas l'alourdir. Et c'est précisément pour éviter cela qu'avec mon cabinet Rehob, j'accompagne dirigeants, équipes et organisations dans l'automatisation de leurs processus. Et l'intégration d'outils numériques et intelligence artificielle, bien évidemment. Mon rôle ce matin, et je tiens encore une fois à remercier Soufiane
et Maxime, c'est pas de vous apprendre comment fonctionne le moteur, parce que déjà le moteur, tous les jours et chaque heure qui passe, en fait, il évolue. Ni de vous présenter du jargon technique, c'est de vous donner les clés pour que les outils soient au service de votre performance. Donc on va passer, allez, une quarantaine de minutes ensemble, et puis après il y aura la série de questions-réponses. Maintenant, si pendant la présentation vous voulez m'interpeller, n'hésitez absolument pas, parce qu'on ne sait jamais. Enfin, moi je sais que j'ai une très petite mémoire, donc ce qui fait que si je la pose pas tout de suite, ma question après, elle file. Merci Céline. On peut avancer tout de suite. En fait, on va prendre des visuels très simples. Ça vous est déjà arrivé, ça? Une valise mal rangée. Ou alors on se dit, allez, je pars 3 jours, et puis j'emmène 6 ou 7 tenues. Bon, bah en fait, c'est le casse-tête. Et puis on commence à essayer d'appuyer sur la valise. On commence à essayer de tordre un peu les outils. Et ben c'est exactement pareil en fait avec le numérique et l'intelligence artificielle. En fait, si on intègre des outils et qu'on essaie de les forcer à rentrer dans un processus, bah c'est comme forcer sur une valise pleine. Donc sur le moment, ça peut fermer, mais au bout d'un moment, en fait, bah ça va casser, ça va exploser. Donc en fait, en effet, on n'automatise pas le chaos. Alors que si cette valise est très bien organisée, je vous assure que mes valises ne sont pas toutes comme ça, vraiment pas. Mais si on organise tout, et bah du coup, on retrouve plus facilement nos vêtements, on les froisse moins. Donc en fait, on gagne du temps, on optimise. En fait, en prenant peut-être 5 à 10% de temps en plus à la préparation, et ben on en gagne potentiellement 20, 30, 40% à l'arrivée. Les chiffres que je vous donne ne sont absolument pas contractuels, bien évidemment. L'échelle de l'erreur. En fait, le numérique classique, c'est-à-dire votre CRM, je rentre une fiche client, ou alors un outil de gestion de projet, bon, c'est sous contrôle. On fait un mauvais clic, égale une action ratée. Très bien, ça arrive. Le fameux, allez, j'écris un mail, allez, j'oublie la pièce jointe. Bon, ça, on peut... Là, par contre, la stat, elle est bonne, c'est 100% de la salle. Là, c'est bon, la stat, je l'ai. Et en fait, pas de souci, c'est réparable. On envoie un mail dans la foulée, avec la pièce jointe, c'est mieux. Oups, j'ai oublié la pièce jointe. Aucun problème. En revanche, j'automatise. J'automatise ce mauvais processus. J'envoie un mail à 150, 200, 300, illimité. À toute votre base client, et ben en fait, cette erreur, on va la répéter 100, 150, 200 fois. Donc l'impact, en fait, pour votre entreprise, il est forcément multiplié. Donc, si on automatise un mauvais processus, et ben on ne fait qu'amplifier le chaos. Forcément. Et ça, c'est certes d'une logique implacable, mais ça veut dire que de la même manière que si on veut se dépêcher le matin quand on s'habille, il vaut mieux avoir un dressing rangé, ou en tout cas c'est quand même plus optimal. On va continuer, on va quand même faire un petit test de connaissance très rapide, je vous rassure. À votre avis, en quelle année le terme intelligence artificielle est né? 1956 lors d'une conférence, 1984 avec l'arrivée de Terminator, pour celles et ceux qui étaient nés à cette époque, ou alors 2000 et le fameux bug de l'an 2000. J'étais jeune, mais j'en ai entendu parler. En 56, c'est la bonne réponse, en effet. Conférence de Dartmouth, bref, peu importe le nom. Mais en fait, c'est pour vous dire que le terme d'intelligence artificielle, il n'est pas nouveau. Alors oui, dans nos oreilles, au quotidien, 3, 4, 5 ans, mais les scientifiques, les ingénieurs, eux, en fait, ça fait déjà 80 ans qu'ils travaillent sur le sujet. Deuxième question, quelle est la différence entre un logiciel dit classique et une intelligence artificielle?
Aucune, c'est tout pareil. La C, l'IA trouve et applique les règles grâce aux données. C'est la bonne réponse. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Foucault, du coup. Ou Julien Lepers. Alors, tout de suite, ça parle d'argent. Tout de suite, il veut m'extorquer des sous. En effet, la différence fondamentale entre un logiciel dit classique et l'intelligence artificielle, c'est que dans une solution classique, l'humain va coder les règles. On va lui dire si A, alors tu fais B. C'est-à-dire que si j'ai une solution comptable, que je dépose mes factures, qu'il arrive à lire ces factures et qu'elles sont, c'est de l'achat de petits matériels, donc inférieur à 500 euros, bah égal, tu les mets là. Bon, en fait, c'est juste un enchaînement de règles. Alors que l'intelligence artificielle, en fait, elle va se nourrir, d'accord, des données que vous allez lui transmettre, et elle va potentiellement vous proposer d'autres règles. Et en plus de ça, l'effet qui se coule, c'est que ces règles-là qu'elle vous propose, elle est capable de les appliquer. Donc, de la même manière, en fait, on vient augmenter les solutions numériques. Et enfin, troisième question, l'intelligence artificielle générative, celle qu'on utilise bien évidemment le plus au quotidien, donc ChatGPT, Gemini, Mistral, et j'en passe. Est-ce que ces solutions-là, elles comprennent ce que l'on dit? Oui, sinon comment elles pourraient nous répondre? Ou non, elles prédisent juste grâce aux statistiques. La B? En effet. En fait, ce ne sont que des statistiques. Alors bien évidemment, extrêmement poussées, extrêmement bien huilées. On peut comparer ça en fait à la Formule 1. C'est-à-dire que moi je prends ma jolie voiture, ma belle Toyota qui est sur le parking, je vais faire un tour de circuit. Je vais potentiellement le faire en 3 minutes. La voiture de course, de sport, elle va la faire en 1 minute 30. Et en fait, c'est là toute la différence. C'est que la mécanique qui est à l'intérieur de la voiture de course de la Formule 1, elle est beaucoup plus précise et beaucoup plus performante. Et ben, c'est exactement la même chose avec l'IA générative. Bon, ça va. Vous avez répondu à toutes les questions, parce que sinon, si vous ne répondiez pas, vous faites j'arrêtais tout, et puis je m'en allais. Ce monsieur, Charles Darwin, un immense impact forcément au sein de l'humanité avec sa théorie de l'évolution. Et en fait, dans l'informatique, on va parler au sens très large du terme, il y a 4 marches, et c'est pas fini. Premièrement, la dématérialisation, c'est-à-dire on remplace. Toutes et tous ici présents, vous êtes passé à un moment donné du papier à votre ordinateur ou à votre smartphone. Peu importe l'époque, c'est même pas ça le sujet. Mais vous avez remplacé un outil par un autre. Si vous prenez, alors je l'ai rangé, le smartphone de Maxime. Imaginez le nombre d'appareils que ce petit outil-là a remplacé. Kodak s'en souvient encore. La deuxième marche, en fait, c'est qu'une fois qu'on est arrivé, qu'on a remplacé le papier par des outils, en tout cas par des ordinateurs, en fait, il y a eu la collaboration. C'est comment je fais pour que mes outils, mes informations, elles soient partagées. Donc là, il y a eu l'avènement du cloud, mais ça a été les intranets dans les entreprises, ça a été les drives, etc., etc. La marche 3, c'est très bien de collaborer. C'est super. Vraiment, du coup, on connecte des outils, en tout cas, on connecte des humains entre eux. Mais en fait, la troisième marche de l'escalier, c'est l'automatisation avec les flux. Les outils communiquent entre eux. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont travaillé dans des entreprises où ils recevaient des rapports tous les matins. Typiquement, alors ça va être la banque, la grande distribution, où vous receviez dans votre boîte mail à une autre époque, voilà, un très joli tableau Excel, stat de la veille, rapport de prod de la veille. Et ben en fait c'est uniquement de l'automatisation, c'est du flux. C'est on prend des données, on vient les compiler du coup dans un outil,
qui a été dématérialisé bien évidemment, et on l'envoie aux personnes concernées. Enfin, la quatrième marche, ce qu'on appelle la cognition, c'est l'outil comprend, analyse, génère. C'est-à-dire, on ne va plus nous pousser une action vers l'outil. On va dire à l'outil, maintenant, tu as cette base de données-là, à toi de venir soit m'alerter, soit me nourrir, soit me proposer quelque chose. L'outil comprend, analyse et génère. C'est ça, en fait, le point de bascule qu'il y a eu, en fait, juste en post-Covid, c'est l'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire que on va lui donner un contexte et il va générer quelque chose pour nous, en tout cas un travail pour nous. Et en fait, si on regarde Darwin, la théorie de l'évolution, en fait, c'est exactement la même chose ici. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ou le numérique, ça ne va pas nous remplacer. C'est simplement, en fait, la quatrième marche d'un escalier numérique. Quelle sera la marche de demain? Moi, je serais bien incapable de vous le dire, tellement ça évolue, tellement ça va vite. En revanche, si on veut l'appliquer, en fait, très simplement à un secteur d'activité, prenez les experts comptables. Les experts comptables, il y a 40 ans, ils avaient leur grand livre de comptes, ils l'ouvraient, bon ben voilà, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et puis peu à peu, ça s'est numérisé. Et au milieu des années 90, il y avait encore beaucoup de saisies comptables. Beaucoup de personnes qui étaient attitrées à la saisie. Et puis ça a évolué. Maintenant, les cabinets comptables, ils font très peu de saisies. 80-90% de la saisie, en fait, elle se fait automatiquement grâce aux outils numériques. Est-ce que c'est pour autant que les experts comptables sont moins pertinents ou que les cabinets comptables sont moins pertinents? Non. Ce sont juste des métiers qui évoluent. Et toutes et tous ici, ou qui nous écoutent à distance, en fait, vos métiers ont évolué, évoluent et évolueront à l'avenir. C'est juste que l'impact qu'a l'intelligence artificielle et les outils numériques est extrêmement puissant. Si on veut faire un zoom très rapide sur l'intelligence artificielle, de quoi on parle? Programme informatique qui s'adonne à des tâches demandant des processus mentaux de haut niveau. C'est pas moi qui le dis, c'est John McCarthy qui est ici en bas à gauche, et c'est cette fameuse conférence de Dartmouth, je sais pas comment on dit. En 56 ? Exactement. Il a dit ça en 1956. Je pense que la définition, elle s'applique encore aujourd'hui. Et en fait, l'intelligence artificielle, on peut la présenter sous forme de cercle. L'IA, dans ses grandes largeurs, elle exécute, elle imite. C'est ce fameux « je vais prédire » grâce à des données. On lui donne une règle, des conditions, elle applique. Le fameux logiciel comptable. Le deuxième cercle, qui est déjà un petit peu plus concentré, c'est le machine learning. Je donne des données, d'accord, et tu vas faire automatiquement. C'est quelle typologie de client est le moins fidèle pour un opérateur de téléphonie. Et du coup, il arrive à me prévoir, ça va être quoi l'impact sur mon chiffre d'affaires à 12-24 mois. Ok, j'ai une alerte, ça veut dire que je vais devoir en fait changer mon plan d'action commerciale, mon plan de conquête, mon plan de développement, pour pouvoir m'adapter à cette contrainte de marché. Le troisième, c'est le deep learning. Le deep learning, c'est percevoir, comprendre. Vous utilisez tous le deep learning avec vos smartphones. Le deep learning, ça n'est ni plus ni moins qu'à partir d'un grand nombre de données, je peux arriver à deviner. Typiquement, si je prends un smartphone, typiquement le smartphone de Xavier, que j'essaie de rentrer mon pouce dedans ou mon visage pour qu'il me reconnaisse, il va me fermer la porte. C'est normal, en fait. Il n'a pas été entraîné avec mes données. En revanche, si Xavier met son pouce ou son visage, il va le reconnaître. Et c'est à partir d'un grand nombre de données, en fait, que ce smartphone est capable de percevoir, de comprendre que c'est bien la tête de Xavier qu'il a en face de lui ou son pouce. Et donc, ça, c'est vraiment la troisième brique. Et enfin, la dernière, c'est l'IA générative. Et vous regardez, en fait, c'est qu'un tout petit cercle. Alors, un cercle très bruyant dans nos quotidiens, mais l'IA générative, elle permet de créer et produire. Donc, à partir d'une consigne,
je génère du contenu à partir de ses connaissances à lui, en tout cas, ou alors des connaissances que je vais lui injecter. C'est important qu'on fasse un focus sur ce sujet-là. Maintenant, comment on fait? C'est bien drôle tout ça. Et l'idée, c'est quand même de faire au quotidien. Structurer pour accélérer. L'intelligence artificielle, c'est un accélérateur, pas un organisateur. On l'a vu un tout petit peu avant. Automatiser un processus flou ne fait qu'accentuer les erreurs et vous allez aller dans le mur encore plus vite. Donc la règle, en fait, elle est très simple. On clarifie avant de déléguer. Mais c'est la même chose dans le management, en fait, au quotidien. Hein. Si je manage de manière floue, si je transmets des consignes floues à mes équipes, ben en fait, je ne peux pas leur demander d'être performants. C'est impossible. Ou alors, si je le fais, ben en fait, ils vont me dire, non, ben, tu déconnes, Sony, en fait. À un moment donné, tu ne peux pas me demander... Oui, Olivier, tu as une question? J'ai juste fait un post sur le sujet, je suis totalement d'accord. En fait, l'intelligence artificielle, c'est juste un super collaborateur, entre guillemets, bête et discipliné, qui applique purement ce que tu lui dis. Si tu lui donnes pas les bonnes consignes, il ne peut pas te donner un bon résultat. On est d'accord. Et donc, là-dessus, je ne sais pas si vous voyez bien, clarifier avant de déléguer, si une action ne peut pas être décrite précisément, étape par étape, voire même sous-étape par sous-étape, elle sera très difficile à automatiser. Donc, le mantra, il est simple, on documente, je prends un grand volume de données, un grand volume de connaissances, je simplifie au maximum à l'essentiel, je vais à l'essentiel, et ensuite j'intègre, c'est-à-dire que ces connaissances-là, je les mets dans un outil numérique ou dans une intelligence artificielle pour produire un résultat. Le résultat, on le verra juste après. Et c'est qu'en fait, c'est uniquement avec ces conditions remplies qu'on peut avancer sereinement. Parce que l'IA, ce n'est pas un robot, c'est un vélo électrique pour le cerveau. Je suis très fier de cette phrase. Je l'ai beaucoup bossé aussi. En fait, un vélo électrique, c'est super, ça permet de faire de plus longues distances, d'aller sur des terrains qui sont parfois plus pentus, pour celles et ceux qui font un petit peu de vélo dans la salle ou qui nous écoutent. Mais un vélo électrique, si on ne pédale pas, ben en fait, on n'avance pas. C'est pas une moto, c'est pas une poignée, en fait. Donc, de la même manière que l'intelligence artificielle, sans instruction, bah, elle ne va pas travailler. Ou alors, si les instructions sont floues, bah, en fait, sans direction, on va dans le mur. Donc, sans stratégie, on va dans le mur également. Il faut bien prendre cette image-là en compte. C'est que si vous faites ça, et que vous accélérez sans savoir où aller, bah, en fait, on ira encore plus vite dans le mur. L'intelligence artificielle et les outils numériques, ça demande un effort de pilotage, un effort de structure. Donc, on va essayer de construire avec méthode. Parce que quand cet engin-là, en fait, il a atterri sur la Lune il y a déjà quelques années, bah, ils n'ont pas fait ça n'importe comment. En fait, l'image de la fusée, c'est on exploite d'abord les outils en place et donc qui sont d'ores et déjà opérationnels avant d'en ajouter de nouveaux. Donc cette fusée, selon moi, elle a 3 étages. Premier étage, on va d'abord regarder ce qu'on a en interne. Parce que vous êtes toutes et tous au quotidien assis sur un patrimoine numérique. Et ce patrimoine numérique, est-ce qu'il sert vos objectifs ? Est-ce qu'ils arrivent à communiquer ensemble? En tout cas, toute une série de questions qui vous permettent de dire « Ok, bah, j'ai un métier, ce métier-là, je le fais correctement, et je sais que vous le faites correctement. Maintenant, est-ce que les outils que j'ai mis en place tout autour, numériques, mais ça peut très bien être autre, hein, est-ce qu'ils servent mes objectifs ?» Si je demande, par exemple, à une équipe commerciale ou alors à une équipe technique d'aller sur un chantier en fait, avec une Clio, alors que c'est à 500 bornes de là, bon, ils vont le faire une fois. Hein. La deuxième, ils vont me dire, bah, attendez, on ne peut pas mettre le matériel. Attendez, non mais là, moi, sur l'autoroute, je dois appeler des clients. En fait, j'ai la tête comme ça parce que c'est pas silencieux. Et ben, c'est exactement pareil avec les outils numériques. Donc d'abord ce premier étage. Ensuite,
si on veut poursuivre de nouveaux objectifs, ou alors qu'on considère que le premier étage n'est pas suffisamment bien consolidé, d'accord, on va pouvoir en rajouter de nouveaux. Pas n'importe comment, d'une part, il faut faire attention à la sécurité, et il y a une slide qui parle de ce sujet juste après. Mais c'est pour répondre potentiellement à de nouveaux objectifs, ou aller plus loin sur des objectifs qu'on s'est déjà fixés. Typiquement, fabriquer un nouveau produit, aller sur un nouveau marché, ou alors juste se mettre en conformité. Ça peut être juste, je mets des guillemets, attention, hein, ça. Et là, vous voyez, j'ai encore pas du tout parlé d'intelligence artificielle sur cette fusée. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a vu avant, bah, en fait, c'est le 3e étage de la fusée. Maintenant qu'on a mis en place les bons outils qui communiquent entre eux, qu'ils servent nos objectifs, eh ben, on va augmenter tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Et du coup, on multiplie les bénéfices de nos process qu'on a mis en place. Et ça, c'est valable pour tous les services de vos entreprises. Commerce, marketing, communication, comptabilité, administratif, prod, peu importe. C'est transverse au possible. Il faut le voir comme un accélérateur, Oui. comme un temps gagné sur une tâche répétitive. En fait, il faut bien se dire ça, c'est un calcul mathématique. Ouais. C'est si je gagne ne serait-ce que 15 minutes par jour, combien de temps ça me fait récupérer sur une semaine, sur un mois. Après, là, je me place en tant que dirigeant, c'est quelle valeur je mets en face de ce temps. C'était ça ma question, c'est quelle est la question qu'un dirigeant doit se poser pour mettre en place ces actions? Qu'il n'y a pas de petites optimisations, déjà, premièrement. C'est juste un retour sur investissement. C'est je veux gagner tant de temps. Je considère que là, je peux aller économiser, optimiser. Très bien, ça me coûte combien de mettre en place cette optimisation? Ça me fait gagner combien de temps? Alors là, on parle d'une personne. Si je prends une équipe commerciale de 10 personnes, ben en fait, les 15 minutes par jour sur 1, on les multiplie et on les multiplie. En fait, c'est très exponentiel. Et à partir de ce moment-là, bah, on se pose, on fait appel à quelqu'un pour avoir un regard extérieur. Il va arriver et puis il va cocher, il va dire bon, bah, comment vous travaillez? Ah ben je travaille comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai tels outils. Ok, très bien. C'est quoi vos objectifs demain? C'est ça. Bah, en fait, on fait un très joli rapport. Et puis après, on fonctionne par bloc et on avance. Aussi simple que ça. Et encore une fois, l'intelligence artificielle n'est pas obligatoire. On peut vous faire des injonctions tous les jours, autant que vous voulez. Et pourtant, je travaille dessus tous les jours. J'en mets en place tous les jours. Cependant, si c'est pas utile, en fait, ça sert à rien. Donc, le dirigeant, la question qu'il doit se poser, c'est comment je peux optimiser, comment je peux automatiser. Mais du coup, si on fait juste un pas de côté, si on se place en tant que manager, c'est comment je peux aider mes équipes à remplir leurs objectifs. Comment je peux les mettre dans un confort le plus absolu possible pour qu'ils puissent faire leur travail. L'exemple le plus simple que je donne, moi, en premier rendez-vous, c'est, vous avez une équipe commerciale? Oui. Comment vous gérez vos notes de frais? C'est souvent un sujet. L'alias de tickets au milieu, l'assistante de direction qui vient râler sur toute l'équipe commerciale, ou en tout cas tous ceux qui gèrent les notes de frais. Ah bah oui, mais si tu ne me les as pas envoyées à telle date, égal, je te paye pas. Ça, je l'ai entendu un paquet de fois, attention, hein. Alors là, je peux dire beaucoup de choses, mais je suis le premier. Hein. Donc voilà les questions qu'il faut se poser. C'est bon. Et en fait, la règle, pareil, elle est simple, c'est on intègre des outils adaptés. Les outils numériques et l'IA, comme le disait Olivier, en fait, ça deviennent de véritables assistants du quotidien. Et vous et vos équipes, vous devenez des professionnels augmentés. L'idée, c'est concentration, outils, performance. Pourquoi? Parce que on vient concentrer le nombre d'outils. Parce que, entre guillemets, moins on a d'outils, moins on a à aller évoluer dans un environnement A, B, C, D. Et à un moment donné, on ne sait plus où donner de la tête. Donc on essaie de vraiment de concentrer pour répondre aux objectifs. C'est vrai qu'en préparant cette conférence, on avait échangé un petit peu. On avait porté le
constat que on a tous de plus en plus d'outils qu'on utilise peut-être qu'à 10 ou 20% parce que on les a parce qu'il faut les avoir, ou on les a pour une petite chose en particulier, mais tout le reste, on ne l'optimise pas. Et on se retrouve avec tout un tas d'outils sur le téléphone qui nous bouffent de la mémoire et tout un tas d'outils sur les ordinateurs qui prennent aussi beaucoup de place et qu'on ouvre peut-être une fois par an pour une action en particulier. Et la concentration des outils pour garder que les outils essentiels, c'était un petit peu aussi un sujet intéressant à... En fait, on est dans l'ère des microservices. C'est-à-dire qu'une application, une solution répond à peut-être un ou deux objectifs, pas plus. Sauf qu'en fait, vos objectifs, au quotidien, ils sont multiples. Donc, ça a beaucoup de valeur parce que généralement, ces outils-là sont hyper spécialisés. Donc, du coup, on peut aller plus loin. L'écueil, en effet, c'est qu'on se retrouve avec 10, 15 environnements de travail. Donc, potentiellement, 10 fois à rentrer des données, souvent, parfois, les mêmes données. Donc, l'automatisation, ça n'est pas uniquement je viens automatiser un process, c'est aussi je fais communiquer je fais communiquer les outils entre eux pour qu'il n'y ait qu'un seul point d'entrée de la donnée. Et en plus, si je fais un seul point d'entrée de la donnée, c'est-à-dire que je peux aussi sécuriser l'ensemble. Et en effet, ensuite, si besoin, on vient mettre en place de nouveaux outils adaptés pour répondre à vos objectifs. Parce que des outils numériques qui font exactement la même chose, en fait, je peux vous en trouver 15, 20, 25. Est-ce que l'outil A correspondra à Maxime, ou est-ce que c'est l'outil B, l'outil C, et pourtant, ça fait exactement la même chose. C'est simple, l'année dernière, sur l'année 2025, moi j'ai testé plus de 250 outils dans l'année. Ça ne veut pas dire que je les ai tous intégrés, ça ne veut pas dire que je les ai tous aimés. En fait, j'en ai testé un peu plus de 250. Et parfois qui faisaient exactement la même chose. Parce que justement, il n'y a rien de pire que d'arriver, alors ça c'est véridique, on arrive dans une entreprise, et là, il y a soit le service informatique, soit un prestataire qui est arrivé, qui a mis en place une nouvelle solution. Waouh, solution géniale, machin. Regardez, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Sauf que, en fait, il y a la moitié des équipes qui disent, non, mais moi je me reconnais pas dans l'interface. Moi, je sais pas comment faut faire. Moi, ça me change trop mes habitudes. Alors que si on était dans la conception, c'est-à-dire un cran, 2 crans avant, ok, je vais vous présenter plusieurs interfaces. Très bien. L'idée, c'est vraiment d'intégrer ce dont vous avez besoin, avec l'environnement dont vous avez besoin. En fait, peut-être que le taux d'adoption derrière, il serait beaucoup plus important. Sécuriser votre savoir-faire. Pareil, si c'est gratuit, c'est toi le produit, clairement. Ça, c'est indéniable. Là, Sony, ça, c'est pas ta phrase. Ça, c'est pas ma phrase. Non, ça, c'est pas ma... Tu vas pas nous la faire. Non, ça, c'est pas la mienne. Alors là, je la vends pas comme ça. Non, mais c'est la réalité. On va prendre le cas principalement des intelligences artificielles. Modèle gratuit, vous ne payez pas avec de l'argent, vous payez avec vos données. Vos conversations avec les différentes IA servent à entraîner le modèle ou les modèles. Alors quand je veux connaître une recette de crêpes, je m'en fiche un peu. Mais par contre, quand je veux éprouver peut-être un brevet industriel, peut-être un peu moins. Ça ne veut pas dire pour autant que Google, OpenAI vont venir voir votre brevet précisément, etc., etc. Mais à terme, quand même, qu'est-ce que les IA seront capables de produire si on les nourrit avec de la donnée confidentielle? Est-ce que demain, je prends un exemple tout bête, on va prendre Bouygues. Voilà, si Bouygues met toutes ses données confidentielles dans une IA, est-ce que demain l'IA n'est pas capable de reproduire le même schéma? Est-ce qu'elle n'est pas capable de divulguer ses données? Moi, j'en sais rien. Donc, on va prendre le concept assez simple de dire tolérance zéro, on communique rien, et après, si on doit entrouvrir la porte, on l'entrouvre. C'est pour ça que globalement, moi je conseille sur les IA d'avoir un modèle payant. Parce qu'en échange de quelques euros, quelques dollars par mois, en fait, vos données, elles sont cloisonnées et elles ne servent jamais à l'entraînement des modèles. Astérisque, nota bene, parce que c'est des malins.
allez toujours vérifier dans les paramètres. Toujours, 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 toujours. Parce que modèle gratuit, on dit oui, on accepte les conditions générales, on accepte les cookies et tout, parce qu'on a envie d'accéder au service. C'est super. Et même quand on passe après au modèle payant, potentiellement, c'est pas parce qu'on passe au modèle payant, si on a dit oui avant, potentiellement le oui il reste. C'est un peu l'effet qui se coule. Et on se dit, ça je ne savais pas. Donc, vérifiez toujours dans vos paramètres de confidentialité, peu importe que ce soit sur des outils numériques ou alors des intelligences artificielles, vérifiez toujours ces paramètres-là. Je ne vais pas vous faire tout le laïus sur la souveraineté, parce qu'on prendrait 2 heures, et je n'ai pas 2 heures devant moi. Mais réfléchissez à ça aussi. C'est quelle IA j'utilise? Est-ce que les données que je lui donne, quand bien même elles soient cloisonnées, est-ce qu'elles sont stockées, conservées en France? Ça, après, c'est au choix de chacun. Moi, je ne suis ni juge, ni coach, ni personne pour vous dire quoi faire. En revanche, c'est un élément, une petite étoile qu'on doit avoir en se disant « est-ce que c'est important pour mon métier, pour moi ?» Maintenant, on va passer à la pratique. C'est-à-dire que vous allez devenir des vrais rocs, comme eux, comme ces menhirs qui sont là depuis des millénaires. Mais ils sont là parce que, en fait, ils ont été taillés avec méthode, avec structure. Le process, il est solide et il bouge pas. Et en fait, on dit souvent, oui, mais il faut être dans l'amélioration continue. C'est super, l'amélioration continue. Alors là, moi, je suis pour. Mais si quelque chose fonctionne, en fait, pourquoi j'irais le changer? Donc, en fait, moi, je préfère travailler à ce que quelque chose fonctionne de manière optimale tout de suite et potentiellement l'améliorer à la marge, plutôt que de me dire, non, allez, on lance vite, on va vite, et puis après, on améliorera. C'est le fameux, quand je commence des travaux, oui, mais les finitions, on verra plus tard. Puis 1 an et demi après, les caches-prises, ils sont jamais mis. Cette méthode, en fait, elle a pour but de vous montrer extrêmement simplement, d'accord, comment interfacer avec une IA. Cette méthode ROC, c'est rôle, objectif, cible, comment, contrainte. Pas besoin de plus. Pas besoin de grands pavés avec des petites étoiles, des crochets, non. Donc en fait, on revient à ce que je disais un tout petit peu avant, c'est-à-dire on écrit le processus au propre, on simplifie, on automatise. Et en fait, le rôle, c'est qui je suis, ou quel rôle je donne à l'intelligence artificielle. Donc, agis comme métier. Dites-vous que celui-ci, le R, là, on peut le supprimer au bout d'un moment parce qu'en fait, l'IA vous connaît. Donc, si elle vous connaît, en fait, vous n'avez plus besoin de lui dire agis comme. Elle sait que c'est vous. Objectif. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle doit faire? Rédiger un comparatif. Corriger. On peut également lui demander de générer une image, etc., etc., etc. La cible, à qui je m'adresse? Parce que l'intelligence artificielle, elle va s'adapter aussi à votre cible. Je ne parle pas de la même manière à des ingénieurs qu'à des équipes marketing, qu'à des dirigeants. Là, c'est d'un point de vue professionnel, bien évidemment, mais nous tous dans la vie. Quand Marat me parle de photographie à moi, il m'en parle de manière très simple et très basique. Par contre, s'il rencontre un autre photographe demain, il va parler d'objectifs, d'ouverture, de point de vue, de lumière, des termes, moi, que j'en sais strictement rien. Je ne connais strictement rien. Et enfin, la contrainte. Le comment, sous quel format? Est-ce que vous voulez du texte, un tableau, une image, une vidéo? Voilà, on peut imaginer tous les formats. Et enfin, la contrainte, ce que je ne veux pas. Typiquement, ça m'est déjà arrivé dans le cadre de mes activités, de certaines de mes activités, de vouloir appeler un certain nombre d'entreprises, d'un secteur d'activité en particulier, et sur une zone géographique particulière. En fait, il m'a trouvé des contacts uniquement sur une zone, qui était la zone Amboise-Bléré, pour ne citer qu'elle. Et il m'a sorti en fait toutes les entreprises, plâtrerie, isolation, électricité, plomberie, avec
où il trouvait le nom, prénom du chef d'entreprise, où il trouvait le numéro de téléphone et le site web, basé uniquement sur cette zone géographique-là. Bien évidemment que ça ne sort pas des listes de prospection qualifiées. En revanche, moi, je ne savais pas où démarrer. Je n'avais aucun listing, rien du tout. En fait, il a été regardé sur société.com, il a compilé les données publiques, et les données Google, et hop, et il m'a sorti 20-25 noms. Et ça m'a été utile. Ça m'a permis de gagner du temps. Donc, cette méthode ROC, et ben, du coup, on va pouvoir l'appliquer. L'appliquer, je vais vous présenter deux cas rapides. Le rendez-vous prospect, ou rendez-vous client, ou réunion. Le KO initial. Le KO initial, c'est forcément un rendez-vous, on prend des notes, on ne participe pas vraiment aux échanges. Donc on a potentiellement loupé l'information capitale qui nous aurait permis de signer le prospect. La retranscription, après, en plus de ça, alors, moi je suis quelqu'un qui écrit excellemment bien, bien évidemment. Il faut relire les notes, se déchiffrer, ou déchiffrer quelqu'un d'autre parfois, corriger les fautes, remettre en forme. Trier, donc séparer les informations importantes des actions à réaliser. Et enfin, rédiger le compte-rendu, envoyer le dossier ou le rapport. Globalement, c'est 1 heure avant de passer réellement à l'action. Bon, bah, ce qu'on va faire, l'IA transforme l'audio en texte, elle sort des plans d'action automatiques, et elle vous fait un résumé intelligent. On sort de la salle, le mail est déjà sur le téléphone avec les actions prioritaires. Ça, je vais vous le montrer. C'est là où je me mets en danger. Très bien. Bonjour Gemini. Il y a d'autres outils spécialisés qui vous permettent de spécialiser ce que je vais faire. J'ai choisi de rester dans cet environnement-là pour ne pas complexifier les choses. Je vais importer un fichier qui est un transcript audio, ni plus ni moins la conversation que j'ai eue avec mon prospect. Que tu as enregistré. Que j'ai enregistré, je l'ai prévenu. Cadre légal parfaitement clair. Donc ça, smartphone, enregistrement et enregistré. Alors, c'est ça. Après, il y a, ce que je dis, il y a d'autres outils spécialisés, bien évidemment, et qui sont très bien aussi, mais potentiellement, le niveau 1, c'est j'ai mon smartphone, bonjour monsieur, j'aimerais qu'on puisse enregistrer notre rendez-vous, ça me permettra d'être à votre écoute. Enfin, après, le discours commercial, vous l'avez, c'est vous les maîtres là-dessus. Après, il y a des outils qui font tout ça tout seul, quoi. Exactement. Ensuite, je lui donne mon prompt. Alors la méthode ROC, ROC, le rôle, l'objectif, la cible, le comment et les contraintes. Voilà. J'ai rien donné de fou, si ce n'est un peu de contexte. Et en plus de ça, là, vu que je l'ai fait une fois, en fait c'est transposable sur X rendez-vous. Je lui ai juste mis cette petite phrase-là, elle n'est pas pour vous, mais c'est que forcément c'est un vrai client. Donc je lui ai dit d'anonymiser les choses. Et là, on va voir. Je lui ai dit de me sortir un tableau avec des actions. Après, est-ce que je vais être d'accord ou pas avec ce qu'il va me dire? C'est encore une autre histoire. Mais la petite demi-heure d'audio que je peux avoir, ça va être résumé rapidement. Si le réseau fonctionne, attention. Là. Non, c'est Gemini qui est là. C'est Gemini qui est là. C'est pas le Que si je serais passé par Claude ou par Mistral. Non, hop, c'est le transcript audio qui prend un petit peu de temps. J'ai testé le matin même. Oui, Thibaut. D'ailleurs, moi, pour utiliser au quotidien, je n'utilise pas la version rapide de Gemini. J'utilise que la version pro aussi. Non, la version. Moi, en tout cas, je vous conseille de me permettre de passer au thinking, au raisonnement. Ouais, raisonnement. Qui est beaucoup plus performant en termes de retour. Je fais des transcriptions audio aussi, comme Tony est en train de vous montrer. Je vous recommande, en tout cas, si vous n'êtes pas à 30 secondes, de passer sur le raisonnement. En fait, il retranscrit avec plus de latence, mais c'est plus performant. Tu lui demandes de prendre plus de temps. Ouais. Donc il réfléchit plus. Okay. Normalement, chercher à aller encore plus loin que la première version rapide.
Ok. à la fois rapide, comme c'est dit, c'est généralement le plus rapidement. Et voilà. Phase 1, vente et relations clients. Phase 2, gestion et administration des devis, aide au chiffrage du devis, utilisation d'une IA, digitalisation du relevé matériel parce qu'il va sur des chantiers, l'automatisation de la facturation totale et également des acomptes, et la suite de chantier, PV de réception numérique au lieu d'avoir des feuilles. Bref, je vous en passe des meilleurs. Après, est-ce que je suis d'accord avec lui ou pas? C'est encore autre chose. Mais au moins, en fait, bah, excusez-moi l'expression, j'ai pas à me palucher en fait tout le transcript. Oui, c'est comme ChatGPT qui va te sortir un texte où il faut forcément, mais on gagne un temps quand même On est d'accord. À ceci près que, alors je l'ai déjà challengé, hein, en fait, avec cette méthode-là, en fait, la correction que tu vas y apporter va être extrêmement faible. Et c'est pour ça que elle est extrêmement puissante, c'est qu'elle vous permet vraiment de cadrer tout de suite. Vous prenez 10 minutes pour faire votre prompt, et ensuite vous pouvez l'appliquer à tous. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir une petite bibliothèque à côté de vous, suivant les cas d'usage que vous avez, et hop, bah, je prends tel prompt, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, vous gagnez réellement du temps, et vous utilisez l'IA, en fait, avec intelligence, parce que l'IA, si vous lui dites, bah, sors-moi une recette de crêpes, ok, il va sortir une recette de crêpes. Sauf que si moi, je préfère les crêpes où il y a de la bière dedans, ou alors du rhum, ou alors de la fleur d'oranger, ou alors une recette de crêpes sans gluten, et que je lui ai pas dit, moi je suis pas, encore une fois, hein, confère ce que j'ai dit précédemment, moi je suis pas là pour juger. Hein. Moi je suis team rhum, hein, mais après... Donc voilà, et vous l'avez bien vu, en fait, du chaos initial, on arrive au du en texte, le plan d'action il est automatique, et j'ai un résumé intelligent. À côté de ça, j'ai mon template de dossier ou de rapport client. Bon. Mais on peut aller encore plus loin. C'est ce que je vais appeler l'hyper-personnalisation. On aime tous dire que nous c'est ultra personnalisé. Nos dossiers, alors là, c'est sur mesure pour le client. Je le fais aussi. Hein. En fait, le chaos initial, il était simple pour ce client-là, il faisait une évaluation prospect via un formulaire. D'accord ? Formulaire, Microsoft Forms, tout ce qu'il y a de plus classique. Il exportait les données, il les copiait-collait sur un autre Excel, il l'analysait, il mettait en forme ce fichier Excel avec ses commentaires, son analyse, et du coup, il l'envoyait ensuite au client. Au-delà du temps qu'il y passait, c'est 4 outils numériques avant d'envoyer le moindre rapport client. Une fois qu'on a automatisé, dès que le prospect remplit le formulaire, le robot numérique récupère l'historique pour comparer aux réponses précédentes. Donc déjà, on n'a pas ça à faire. L'intelligence artificielle calcule les scores qu'il a obtenus et rédige une analyse unique sous forme de rapport enregistré dans un dossier client pour envoi de mail. J'ai un petit dossier qui apparaît avec le rapport du client, tout bien rédigé. Et en plus de ça, on lui a dit, non, ne le mets pas en PDF, garde-le sous le format éditable. Comme ça, on garde l'action manuelle, en fait, l'action finale, on la garde pour le dirigeant ou le commercial, enfin, peu importe le métier. L'action finale, elle doit toujours être effectuée par le dirigeant, ou en tout cas par un être humain. C'est ce qui vous permet de valider que l'intelligence artificielle n'a pas dit n'importe quoi. C'est ce qui permet de valider que ça correspond bien à votre image de marque et à votre profil. Si on prend très simplement, techniquement, ça ressemble à ça. J'ai un formulaire, j'ai rempli, automatiquement les données vont arriver ici. L'IA va passer avec un prompt bien évidemment un peu travaillé. Ici, techniquement, je vais juste de manière très simple diviser en blocs. Ici, je vais télécharger le modèle de rapport.
je vais le remplir avec les données, ensuite je vais l'enregistrer, et enfin ça va me créer un brouillon, un mail brouillon, avec la pièce jointe, personnalisé en fonction des réponses du client. Est-ce que ça enlève toute la valeur ajoutée et toute l'expertise de mon client? Pas du tout. Parce qu'il a la main pour tout modifier. Et en fait, lui, sa valeur ajoutée, elle est après. Elle est dans ce qu'il va réaliser avec ce client une fois qu'il aura signé. Toute cette partie qualification, c'est toujours la même. Donc si on peut la répéter, on peut l'automatiser. Et ça, on peut le faire à l'infini. Alors là, oui, c'est une solution technique que je vous montre. C'est comment ça se déroule techniquement. Mais en tout cas, c'est comme ça. Pour terminer, 3 points à retenir de tout ce que je vous ai dit. Structurer pour accélérer. Si on a des processus clairs, l'intelligence artificielle et les outils numériques accélèrent votre développement. Et quand je dis votre développement, c'est là, oui, le développement de votre entreprise, mais potentiellement aussi votre développement personnel. Libérez-vous des actions inutiles ou chronophages, parce que votre valeur ajoutée, elle est auprès de vos équipes, de vos clients, de votre famille. Et en fait, l'idée, c'est que les outils prennent en charge ces actions chronophages. Moi, je ne suis personne pour vous dire quoi faire du temps récupéré. Vous voulez aller jouer au tennis, grand bien vous fasse. Vous voulez aller à un after-work, grand bien vous fasse. Vous voulez venir au Petit Déj Pro, c'est encore mieux. Et enfin, gardez la main. C'est l'image en fait du chef étoilé. Vous décidez des actions finales et des productions. Ce ne sont pas les outils qui doivent décider à votre place. Pareil, un chef étoilé, mais même un chef tout court, il a une brigade, et à la fin, c'est lui qui décide si cette assiette-là peut être envoyée ou non. Parfois, il goûte. Parfois, il va faire une rectification. Mais 80-90% du temps, hop, tout roule, et ça envoie. Mais c'est lui qui a toujours cette décision finale, comme le réalisateur d'un film. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des interrogations, des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Merci Sony. Merci Sony. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions? J'ai une question pratique. Tout à l'heure, vous disiez mauvaise méthode, derrière l'enrouage, le chaos. Aujourd'hui, sur l'IA, il y a beaucoup d'informations, on récupère aussi des données partout. On sait aussi qu'il y a des mauvaises informations, des souhaits erronés ou des choses pour induire en erreur. Du coup, faire la part des choses quand on utilise l'IA peut devenir un peu compliqué. Comment on peut s'assurer, par exemple, si on fait un process, une méthode, si on cherche des données pour améliorer nos process ou nos méthodes, comment on peut faire la part des choses par rapport aux bonnes et aux mauvaises infos aujourd'hui? Il y a 2 choses très justes dans ce que vous dites. Premièrement, malheureusement, les IA sont entraînées par elles-mêmes. Et du coup, plus il y a de contenu sur Internet qui est généré par IA, c'est le serpent qui se mord la queue. Et comme tu disais, c'est exponentiel. Donc aujourd'hui, on a cette situation, mais dans 10 ans, ce sera... Alors, les grandes entreprises qui sont derrière essaient de pallier à ça. Donc là-dessus, en effet, il faut faire attention. Deuxièmement, il y a quelque chose que je n'ai pas dit dans ma présentation, c'est que si demain, vous voulez débuter un nouveau sujet en ayant une base de connaissances très faible, il faut faire extrêmement attention à ce que vous dit l'intelligence artificielle. Parce que vous ne pourrez ni valider, ni vérifier. À moins de passer un temps fou derrière à sourcer en fait d'autres choses. Mais c'est exactement la même chose en fait avec les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire que le flux d'informations qui arrive est tellement immense. On en parlait, c'est-à-dire qu'on commence à arriver un peu à une overdose de l'IA, notamment dans les réseaux sociaux et les posts générés par IA, que les gens commencent à déclarer posts non générés par IA pour regarder un petit peu d'authenticité et puis aussi se démarquer peut-être.
mais aussi à faire en sorte de ne pas répéter des erreurs qui ont été mises en place ou refaire des... Enfin, ça reste des postes qu'on a déjà vus partout ailleurs, quoi. Mais ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire que ces personnes-là, en tout cas les personnes où on remarque qu'elles utilisent l'intelligence artificielle à outrance, ça dessert leur image de marque, premièrement, mais deuxièmement, c'est typiquement ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'elles partent d'un niveau assez faible en fait, en termes de community management ou en termes de production de contenu sur les réseaux sociaux, et pas de souci, hein. Voilà, on ne peut pas être bon partout, que du coup, en fait, elles vont laisser l'intelligence artificielle essayer de combler ce qui se passe ensuite. Alors que si ces personnes-là faisaient appel à des créateurs de contenu ou à des agences social media ou des agences web pour combler un petit peu, peut-être qu'au bout d'un moment, elles engendreraient suffisamment de compétences pour que l'IA vienne juste combler en fait, la petite partie derrière et du coup faire gagner du temps. En fait, c'est une question de proportionnalité. On l'a dans le domaine du développement web ou informatique. Créer un site web avec l'IA en 10 minutes, créer une application en 10 minutes. Sauf que en fait, les failles de sécurité que ça laisse, en fait, elles sont immenses. Thibaut. Moi, je veux juste compléter par rapport à votre question. Aux personnes, je travaille dans la communication, je suis énormément sur le sujet de référencement, notamment d'intelligence artificielle. Et du coup, il y a un phénomène de cannibalisation. On a vu, nous, depuis quelques années, un contenu qui est généré par l'IA, optimisé SEO, etc. Et en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, comme vient de le dire Sony, les structures que sont par exemple Google derrière, elles ont fait déjà des annonces très récentes disant qu'aujourd'hui, le contenu généré par l'humain sera toujours prioritaire par rapport au contenu généré par l'intelligence artificielle. Ça, c'est des données assez récentes qu'on vient d'avoir. Et du coup, ça vous renforce dans l'idée, pareil pour les posts sur les réseaux sociaux, vous avez vu qu'Instagram maintenant, les posts sont référencés par Google. Tout ça, c'est du contenu qu'il va falloir en fait travailler, mais pas avec l'intelligence artificielle pour le coup, si on veut avoir cet élément de différenciation. Et ça, c'est un contenu généré par l'humain sera toujours plus prioritaire parce qu'un contenu généré par l'IA, on l'a tous pratiqué à peu près. On sait à peu près identifier aujourd'hui un post généré par ChatGPT. On sait qu'il va y avoir 3 ou 4 paragraphes avec 3 ou 4 emojis, et puis voilà. Donc c'est juste pour vous rassurer sur ce côté-là, pour éviter que l'intelligence artificielle elle s'appauvrisse elle-même intellectuellement. Elles vont privilégier le contenu humain avant tout, ou en tout cas. Oui, j'ai une autre question. Mais je t'en prie. Et pour toi, quelle est la plus mauvaise intelligence artificielle et pourquoi ChatGPT? Je vais te répondre très sérieusement à cette question. ChatGPT, en fait, souffre d'un syndrome très simple, c'est-à-dire qu'ils ont été les pionniers. Et c'est facile d'être leader, en fait, quand il n'y a personne. C'est facile d'être le meilleur quand il n'y a personne autour. OpenAI, c'est une très grande entreprise. OpenAI, pour cette année, prévision de chiffre d'affaires 30 milliards, prévision de pertes 15 milliards. On verra à la fin de l'année, mais en tout cas... En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où les autres géants ont commencé à s'y mettre, et là, je parle de Google, avant, j'utilisais OpenAI et ChatGPT. Maintenant, j'utilise Google et Gemini. La puissance financière qu'il y a derrière ces entreprises, en tout cas Google, Meta, etc., ou alors Elon Musk, avec X et Grok, enfin, les surfaces financières de ces entreprises ne sont pas du tout les mêmes. Et d'autant plus que OpenAI, les actionnaires derrière, enfin, ce sont les mêmes personnes. C'est assez particulier. Mais je suis assez d'accord avec toi qu'aujourd'hui, OpenAI, ChatGPT, ils sont en retard sur beaucoup de choses. Est-ce que ça va s'inverser? J'en sais rien. Alors là, pour le coup, moi... Et selon toi, la meilleure pour répondre à la question? C'est exactement ça. Moi, au quotidien, j'utilise Gemini. Aujourd'hui, clairement, dans tout ce que je produis, il arrive à m'offrir une valeur ajoutée et même parfois à m'emmener dans des coins où je me dis
ah oui, ah ouais, non mais tel angle, je l'aurais pas vu comme ça. Donc c'est celui qui rassemble le plus, parce qu'en fait, si on dit ça dépend des usages, bah, on va multiplier les outils, parce qu'on a plusieurs usages dans nos métiers aujourd'hui. Donc ça résume à dire, bah, on va tous les avoir. Donc on va encore remultiplier les outils dans nos environnements. On est d'accord, mais ça dépend de tes priorités. Si aujourd'hui ta priorité numéro 1 c'est la souveraineté des données, tu utilises Mistral en fait. Si ta priorité c'est d'avoir un modèle polyvalent, enfin en tout cas un outil polyvalent pour le quotidien, moi je trouve que Gemini est le meilleur. En fait, c'est par ordre de priorité. Après, je parle d'usage. Moi, pour le coup, je suis utilisateur du GPT en pro. Je n'ai pas l'impression qu'effectivement ça correspond à mes usages et qu'il y a aussi que je l'ai entraîné, j'ai créé les agents et je ne veux pas tout recréer sur un autre parce qu'il y a un autre qui est devenu meilleur. Donc ça répond voilà, par rapport à ta question. Effectivement, il y a sûrement un classement de priorités, de capacité, de qualité des outils. Mais ça sert à rien de vouloir utiliser la dernière formule. Si ce que tu as besoin, c'est d'une Clio. Déjà d'une part. Et effectivement, malgré tout, l'outil, moi, aujourd'hui, me satisfait plutôt bien par rapport à ce que je veux aller chercher. Mais voilà, comme on dit, on parle de gagner du temps. Moi, ça fait 3 ans que je l'utilise. Dedans, j'ai une bibliothèque d'agents et de choses que j'ai créées. Je perdrais tellement de temps à tout créer ailleurs que même s'il y en a un peu plus performant, je vais peut-être l'utiliser sur un instant pour un besoin bien précis. Aujourd'hui, il existe des outils de migration. Hein. Ah, exactement. Et ce ne seront pas les premiers. Et qui va dire... Non, mais... mais oui. En fait, qui vous permettent de basculer d'une IA à une autre. Tu parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle payante. Oui. Et particulièrement des licences business. J'aimerais que tu nous dises quelles garanties peuvent avoir les entreprises à confier des données confidentielles d'un point de vue cybersécurité et confidentialité à ces sociétés Aucune. payantes. Aucune. Aucune, parce que de toute façon, tu payes un abonnement. À partir du moment où tu payes un abonnement, ça veut dire que tu n'es pas propriétaire. Ça veut dire que demain, s'ils veulent changer les règles du jeu, ils les changent du jour au lendemain. Donc, la seule solution, en fait, et encore, ça n'est qu'une solution partielle, c'est de prendre ces modèles de langage, et notamment des modèles de langage open source, de les intégrer dans des infrastructures, les infrastructures qu'on maîtrise, qui sont souveraines, et du coup sécurisées, en tout cas un peu bunkerisées par rapport au réseau. Et ensuite, on vient y mettre nos données. Mais encore, même là, en fait, on en est comme... Des ressources internes. Oui. Après, tu dis ça, mais si je fais un pas de côté sur l'architecture et l'infrastructure informatique, aujourd'hui, on confie nos données à VMware, à Vim, à peu importe, ce sont toutes des entreprises américaines. Les boîtes IT, Capgemini ou autres, ça leur pose aucun problème. En fait, on dit souvent dans la cybersécurité que souvent, quand il y a une faille, c'est lié à une faille humaine, c'est quelqu'un qui a mal fait quelque chose, qui a divulgué sans faire exprès une information ou des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là aussi sur l'IA d'une personne qui va mettre des données confidentielles sans le faire exprès et est-ce que ça peut devenir une faille en cybersécurité ou pas demain? Est-ce qu'un cybercriminel il peut utiliser les données de l'IA pour aller attaquer une entreprise? Là, c'est un domaine où c'est pas mon expertise, mais il y a une experte bien plus qualifiée que moi sur ce sujet-là. Le risque zéro, de toute façon, n'existe pas. Bien sûr. Mais est-ce qu'il faut qu'on fasse beaucoup de pédagogie sur de la prudence aussi par rapport à l'utilisation de la même manière que si je demande à tous tes résidents ici, est-ce qu'ils ont changé leur mot de passe tous les 3 mois, qu'ils ont des mots de passe complexes et qu'ils ne le gardent pas en fait sur un petit post-it? Le risque zéro n'existe pas. La pédagogie, il faut bien évidemment la faire. C'est encore une fois, c'est une question aussi de pragmatisme. En fait, pour te répondre, aujourd'hui, quand tu vas pousser de l'information sur l'IA, elle sera stockée quelque part à un moment ou à un autre. Et ensuite, le jeu, ça va être comment est-ce que l'IA va récupérer les informations qui ont été poussées par quelqu'un d'autre
pour fournir une réponse à une autre personne. Donc typiquement, si tu pousses ton CV par exemple sur l'IA, est-ce que moi demain, si j'interroge l'IA en lui demandant donne-moi des informations sur Soufiane, est-ce qu'il sera capable de me repousser les informations que toi tu auras poussées de ton côté? Et ça aujourd'hui c'est possible. Le lien encore n'est pas très clair malheureusement, puisque les IA sont encore une grosse boîte noire, mais requêter des informations poussées par un autre utilisateur, techniquement c'est possible. Donc quoi qu'il arrive. D'autant plus que les IA qu'on utilise, ce sont des IA dites gentilles. Ouais. Oui. Et Bon. il y a aussi des IA qui sont malveillantes, effectivement. Exactement. Où tu peux faire des choses. Voilà. C'est l'enjeu de demain. Pour l'émission d'après, Quand on confie aussi et qu'on a des collaborateurs, finalement tout ça s'est multiplié. Il y a des chartes un petit peu de bonnes pratiques qui se mettent en place, des chartes IA. Alors, des chartes. Après, ça oui, reste de la prévention. toujours pareil. Hein. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un outil de gestion de la relation client. Vous avez 2000 collaborateurs. Qu'est-ce qui va prévenir qu'un collaborateur ne va pas insulter un client sur ce CRM? Rien C'est du tout. noté dans la charte. C'est noté dans la charte. Ouais. Donc, en fait, c'est de la gestion des risques après. Romain, tu avais une question, je crois. Ok, c'est bon. Oui. Concernant votre modèle à rock, Oui. Merci. Exactement. C'est un prompt. C'est un moyen mnémotechnique de se dire, ok, bah, comment je vais faire un prompt. Et c'est surtout éviter l'écueil, et c'est ce que je disais en fait en propos liminaire, de toutes ces personnes qui vous promettent en fait 50 000 € de chiffre d'affaires par mois en vous donnant une méthode, etc., etc., ou alors en vous disant, allez, venez 3 jours vous former en fait à savoir prompter. Je vais rester très mesuré dans mes propos parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent à travers le téléphone, mais vous aurez compris le sens de ma pensée. Vous allez même le recevoir. Si vous vous êtes inscrit via le lien. Dernière question, et puis je vous propose que on a un cadre, et l'idée c'est quand même de respecter le cadre. Mais Sony, si tu as quelques instants, J'ai quelques instants. On pourra continuer les échanges. En tout cas, c'est passionnant, on voit qu'il y a de la réaction. Merci. Ouais, non, c'était facile. Moi, je veux revenir sur l'automatisation, et du coup, j'ai un peu la réponse en tête, mais l'automatisation sans IA, pour vous, c'est obsolète. Non. Parce que, en fait, dans le schéma MEC précédent, le scénario précédent, on l'a vu brièvement, mais j'ai pas vu la plus-value de l'IA. Alors, c'est uniquement le prompt. En fait, La personnalisation, elle peut se faire sans IA. alors, oui et non. C'est-à-dire que là, dans le modèle que j'ai montré, le rapport, après, fait 3 pages avec des gros blocs de texte, en fait. Donc, en termes de production, c'est quand même très lourd. C'est-à-dire, on prend une source d'information, une source de données, je l'analyse et j'en fais une production. Et cette production, il l'a fait à la main. Alors, quand il y a un rapport, pas de souci. C'est quand il y en a 10, en fait, et qu'il doit envoyer ses rapports suffisamment rapidement pour que lui, en fait, son tunnel de conversion client, en fait, reste optimisé. Donc, c'est là où l'IA, en fait, vient l'accompagner, vient l'aider, c'est qu'elle vient produire les textes à sa place, selon le prompt bien défini, avec sa personnalité. Enfin, voilà, je vous en passe les meilleurs. Et c'est là où, en fait, ça vient de l'accompagner. Je réponds à la deuxième partie. Non, nous ne sommes pas obligés d'intégrer l'intelligence artificielle pour automatiser. Ça va dépendre de vos objectifs. Et c'est ça le plus important. S'il y a bien une chose à retenir, ce qui compte, c'est vous, vos objectifs opérationnels. Et non pas la tendance du voisin. Pas du tout. C'est vous, votre métier, votre cœur d'activité. Est-ce que vous êtes dirigeant ou pas? Enfin, voilà, c'est ces questions très pragmatiques qu'il faut se poser pour aller vers l'automatisation. L'IA n'est qu'un accélérateur derrière. C'est vraiment cette tête de fusée, quoi. Merci à vous, en tout cas, au plaisir d'échanger autour d'un café juste après avec grand plaisir. Merci à vous, merci à ceux également qui nous ont écoutés, s'il en reste encore. J'ai pas vu le nombre de spectateurs, là c'est bon. À 10h, c'est parti. Merci à tous. Merci à tous, merci.